Bonjour à tous, nous sommes très heureux de pouvoir vous revoir en compagnie d'Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Roman. Donc nous allons nous intéresser encore une fois donc à la qualité de l'eau de mer, mais sous un angle différent, notamment par rapport aux questions que nous ont posées les internautes. Et pour bien comprendre le sujet qui va suivre, j'aimerais que Arnaud, tu puisses nous expliquer ce que sont les endotoxines. C'est une question importante. Les endotoxines viennent des toxines. Toxines qui sont peut-être présentes dans l'eau de mer et qui ont un caractère pathogène, donc néfaste pour le corps. Quand effectivement ces éléments passent à la filtration, ce sont des résidus de toxines qui restent dans l'eau et qui deviennent donc toxiques pour le corps. Donc si je comprends bien, les endotoxines, c'est un signe de pollution. Ah, tout à fait. On avait reparlé la dernière fois, je crois, de l'homéostasie, on va peut-être s'y attarder. C'est-à-dire que la mer accepte en elle des éléments pour régler son homéostasie, éléments qui malheureusement pour nous sont pathogènes. D'où l'importance de bien choisir les lieux de pompage. Par exemple, René Quinton a eu l'occasion à son époque de pouvoir positionner différents endroits de pompage. Est-ce que tu peux nous citer quelques endroits que René Quinton avait choisis? Alors très précisément, on n'a pas de lieu défini, effectivement. On a des grands principes qu'il utilisait. Il faut que cette eau soit pompée dans un vortex. Pourquoi? Parce que le vortex, c'est comme un point d'acupuncture sur la planète. Alors, tout ce qu'on est en train de diffuser, de transmettre, vient de l'enseignement du professeur Soriano. Il explique qu'effectivement, et René Quinton l'avait compris, ce point d'acupuncture sur la Terre est un point où il y a une concentration d'énergie et où effectivement les éléments tournent sur un sillon. Et d'ailleurs, là où effectivement on récolte notre eau de mer, quand on a été voir le laboratoire, on a eu l'étude océanographique complète d'un vortex bien présent qui aujourd'hui nous permet d'avoir une eau de qualité. Notamment à Saint-Malo, c'est bien ça. Dans la baie de Saint-Malo, où on a les amplitudes marines les plus élevées. C'est-à-dire qu'entre la partie basse de l'eau et la partie haute, on peut avoir jusqu'à 17 mètres d'amplitude. Et ce vortex fait à peu près 120 km de diamètre et de façon permanente tourne pour alimenter ce point de pompage. Et donc, dans ces vortex se développe la vie en quelque sorte. Donc, les phytoplanctons, les zooplanctons, différentes formes de vie microscopiques. Oui. L'eau de mer est endogène. Elle favorise la vie. Il faut comprendre que, et bon, on va avoir sous peu à Genève une formation faite par le professeur Soriano, explique que dans l'eau de mer, il y a toute l'information de la vie en termes de mémoire. Les premiers éléments de vie ont été créés dans la mer. Et donc, elle génère la vie, elle ne la crée pas, elle permet de favoriser la vie. Très bien. Alors, d'où l'expression qu'on a utilisée concernant l'eau de mer que nous proposons, que notre mer est vivante. Alors, il semblerait que cette expression suscite quelques interrogations chez les internautes. Ils supposent, ou certains prétendent que s'il y a la présence de phytoplancton à l'intérieur de l'eau de mer, ou à l'intérieur de nos bouteilles donc, qu'elle ne serait pas stable, qu'elle serait contaminée, que la microfiltration n'aurait pas fonctionné, ou que le produit représente un risque et devrait être rappelé. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments qui permettent de donner un point de vue qui soit plus réaliste et beaucoup plus vrai sur cette question ? Cette question a fait beaucoup débat à l'époque où on a commencé à regarder le sang en microscopie. On avait deux grandes écoles, on avait Béchamp et on avait Pasteur. L'un avait défini que la vie à l'intérieur du sang au niveau parasite, bactérien, était nécessaire. Et on avait le pendant où effectivement le sang devait être stérile, ne portant aucun élément vivant. En fait, la vraie vision, c'est ce que la nature nous offre. Dans la mer, il y a énormément d'éléments vivants. La mer est vivante. Par d'une part les vents qui la balayent, par des effets mécaniques également, par les vortex, par les courants et par la vie qu'elle porte. Donc de base, étant donné qu'elle est la base de la vie, il faut que ce que l'on trouve à l'intérieur de la mer corresponde à notre propre façon de vivre à l'intérieur, sinon il y aurait une dissonance. Quand on propose donc une eau de mer vivante, il faut qu'elle soit presque comme elle est dans la mer, c'est-à-dire avec des éléments qui se développent, non pas des éléments pathogènes. Alors il faut quand même savoir que quand on examine sous microscopie de l'eau de mer, il y a énormément d'éléments vivants.
que l'on a considérés comme des virus, mais qui sont non pathogènes pour nous. À l'intérieur de nos intestins, on sait par exemple qu'il y a plus de bactéries, Bien sûr. des champignons, que de nos cellules. Et heureusement, Ah oui. sinon on ne pourrait pas Bien assimiler sûr. les choses. Tout à fait. Est-ce que notre corps doit être stérile pour être en santé? Alors, ce que tu dis est intéressant parce que ça nous permet de comprendre que les phytoplanctons présents à l'intérieur de l'eau de mer vont rendre les minéraux, comment on va dire pour le corps? Tu peux nous donner? Biodisponibles. Voilà, exactement. Et c'est comme une eau de source, c'est-à-dire une eau de source, ces minéraux sont biodisponibles. Pourquoi? Parce qu'elle a été dynamisée, parce que bien souvent il y a de la mousse qui sur le parcours donc du végétal va rendre ces minéraux biodisponibles, et au bout de quelques heures, cette eau s'éteint énergétiquement et les minéraux ne deviennent plus biodisponibles. La présence de phytoplancton, même à 0,22 microns, puisque ça passe, il y a des micro-organismes en phytoplancton qui passent la barrière des 0,22 microns et qui se développent à partir de 18 degrés parce que c'est tout à fait normal. Et la preuve, d'une part, que le milieu est sain, sinon il ne se développerait pas, mais que l'eau de mer reste vivante et que ces minéraux deviennent biodisponibles. Donc, c'est intéressant également ce que tu dis parce qu'on en revient à l'expression qu'on a utilisée au départ, les endotoxines. Donc le fait que l'eau de mer soit propre à la consommation grâce aux éléments vivants qu'il y a à l'intérieur de l'eau de mer, puisque l'eau de mer est endogène, donc elle permet, quand on la contrôle, ne serait-ce qu'au niveau des analyses microbiologiques, de pouvoir se rendre compte que c'est une eau de mer qui est saine. C'est pour ça que l'on fait des analyses, et non pas selon les normes européennes. Le professeur Soriano est très très clair et a exigé cette norme. 0 élément pathogène dans de l'eau de mer, sinon on va avoir une présence d'endotoxines. Alors, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est vital que nous puissions faire une microfiltration encore inférieure? On l'a fait à 0,22 aujourd'hui. Est-ce qu'il est important de baisser le niveau de microfiltration pour empêcher même les algues de pouvoir rentrer dans l'eau de mer, dans les bouteilles, on va dire, que l'on proposait à la vente? On arriverait à une eau de mer certes riche en minéraux, mais qui ne serait plus biodisponible. Il faut bien comprendre que, et là, Trino et le professeur Soriano est clair, il y a 3 grands mondes. Le monde du minéral, le monde végétal et nous. Pour pouvoir absorber des minéraux, il faut qu'on passe par le monde du végétal. Si le végétal est mort, malheureusement, au bout d'un certain temps, les minéraux ne deviennent plus biodisponibles. Et la présence de phytoplancton garantit la biodisponibilité des minéraux. Voilà, donc on comprend que l'eau de mer, pour qu'elle puisse être la plus efficace possible quand on la consomme, doit être biodisponible, donc vivante. Tout à fait. Parce que dans le cas contraire, on arriverait à des minéraux qui ne pourront pas apporter, en fin de compte, tous les éléments dont le corps a besoin. Parce que quand les minéraux ne sont pas biodisponibles, quel effort doit faire le corps pour pouvoir les utiliser? Eh bien, il doit faire un travail d'autant plus important. Il va travailler pour les rendre biodisponibles avec ses propres éléments, on va fatiguer le corps, et il va y avoir énormément de résidus minéraux qui vont aller surcharger les reins, et finalement l'apport que devrait faire l'eau de mer ne peut pas le faire. D'ailleurs, René Quinton, dans son livre Milieu organique, à un moment donné de sa vie, chauffait l'eau de mer par peur de ces bactéries, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens aujourd'hui de savoir si des éléments étaient pathogènes de façon extrêmement précise. Il l'a chauffé, les résultats étaient minorés sur les corps. Oui, on avait du travail qui était fait par cette eau, mais énergétiquement, elle était morte et le corps avait beaucoup de difficultés à profiter des minéraux qui étaient là pour favoriser la vie. D'où l'intérêt d'une eau de mer vivante, on l'a bien compris. Et la particularité d'une eau de mer vivante, un autre élément important, c'est qu'elle est génobactérienne. Donc d'une part, elle favorise la vie, et d'un autre côté, quand on la laisse tranquille, c'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie, qui est la même que chez nous, quand on laisse la mer au repos, elle a la capacité de détruire tous les éléments bactériens et pathogènes pour nous, pour se réguler à un pH correct. D'ailleurs, des études ont été faites, effectivement, quand ils ont analysé l'eau au bord des égouts. Au bout de quelques temps, la mer avait complètement détruit les microbes et les bactéries pathogènes. Oui, et récemment, des nappes d'hydrocarbures ont complètement disparu. Et quand on a analysé l'eau, on a vu apparaître des micro-organismes efficaces qui ont digéré ces hydrocarbures. Alors oui, ils sont toxiques pour l'homme, d'accord, mais la mer l'accepte pour régler ce problème-là. Et au bout d'un certain temps, quand on laisse la mer
en repos de pollution, je parle, hein, Bien sûr, pas bien comme sûr. dans les grandes villes Bien sûr. qui déversent leur bouche d'égout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours. La mer n'est pas en pleine capacité de pouvoir se régénérer, mais quand on la laisse tranquille, au bout d'un certain temps, et nous on a fait ces expériences sur des lots qui étaient non correctes, quelques temps plus tard on a refait une analyse et cette eau est devenue propre. Voilà, donc d'où l'intérêt de bien comprendre le fonctionnement de l'eau de mer, comment elle se nettoie elle-même. C'est ça. Elle s'auto-nettoie en quelque sorte. Comme la Terre le fait, Voilà. comme notre propre corps le fait, comme la mer le fait. On est toujours sur la même loi, la loi de l'homéostasie, et personne aujourd'hui ne peut la contester. Donc quand on fait l'analyse, ne serait-ce que déjà dans un premier temps, l'analyse microbiologique ou bactériologique de l'eau de mer, si on ne constate aucune bactérie toxique ou néfaste pour l'être humain, on peut considérer que l'eau de mer est saine. C'est ça. Alors on ne s'arrête pas là. Oui, bien sûr. Il Mais faut... c'est une première étape, on va dire. C'est des étapes qui sont automatiquement faites. Les deuxièmes étapes sont faites depuis bientôt 7 ans, vérifiées par les autorités sanitaires. On en avait fait une vidéo la dernière tout à fois fait, oui. où les autorités sanitaires ont vérifié l'ensemble du process. Et les analyses sont faites régulièrement dans l'année. Alors il faut savoir que depuis 7 ans, ces taux ne changent pas, donc on n'a pas de pic de pollution là où effectivement nous pompons notre eau de mer, mais de façon régulière et ponctuelle, plusieurs fois dans l'année, une analyse complète, métaux lourds, PCB, éléments toxiques sont faites, sont exigées par notre part. Le laboratoire qui nous fournit l'eau de mer également est obligatoirement contraint de le faire parce que la législation le demande. Et aujourd'hui, on est effectivement sur des analyses qui ne révèlent aucune pollution délétère. De temps en temps, on a effectivement une petite pollution bactérienne, l'eau que l'on rejette de façon automatique. L'année dernière, on a donc pendant un certain nombre de temps pas eu d'eau saine et on est fiers de pouvoir ne pas transmettre cette eau qui n'aura pas été de bonne qualité, mais qui préserve de bout en bout la qualité de notre eau de mer. Donc on comprend bien que la microfiltration à 0,22 microns est largement suffisante pour permettre à l'eau de mer d'être consommée en toute sécurité. Oui, et si on augmente la finesse de filtration, on va commencer à perdre des minéraux. Voilà. Et donc à ce moment-là, on va commencer à déséquilibrer l'équilibre qui est présent dans l'eau de mer, puisqu'il faut savoir que dans l'eau de mer, l'ensemble du tableau de Mendeleïev, tous les éléments que l'on connaît et que l'on ne connaît pas encore et peut-être que l'on va découvrir, sont présents dans l'eau de mer, équilibrés, parce que c'est ainsi. Voilà. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que le fait que l'ensemble des minéraux soient présents dans le tableau de Mendeley, soient présents en parfait équilibre, bon, si on génère un déséquilibre dans ces sels minéraux, on va obliger le corps à compenser peut-être les minéraux qui manquent ou les minéraux qui seraient en surdosage. Et comment fait-il ? Eh bien, il va utiliser nos propres minéraux en interne pour essayer d'équilibrer, que ce soit du magnésium, que ce soit du calcium, puisque effectivement notre structure osseuse est porteur d'énormément de calcium, et le corps va compenser. Et donc l'apport que devrait nous permettre l'eau de mer n'est pas efficace. Donc on rappelle, René Quinton, microfiltré à quel niveau ? À 0,22 microns, ce qui est respecté aujourd'hui sur 3 étapes. Donc on a 3 niveaux de filtration pour arriver effectivement à 0,22 microns, parce qu'aujourd'hui la technologie nous le permet. Nous utilisons des filtres américains homologués par la FDA. Donc effectivement, on respecte aujourd'hui les normes sanitaires françaises, mais également internationales. Voilà. En tout cas, merci pour tous ces éclaircissements qui vont permettre à ceux qui nous regardent de comprendre ce qu'est une eau de mer vivante et l'intérêt de pouvoir la garder vivante, parce qu'elle permet effectivement à notre organisme d'en profiter pleinement. Oui, et pour ceux qui auront la possibilité de venir à Genève à la formation, Nicolas Stelling aura le plaisir de présenter les travaux qu'il a fait sur des machines un petit peu particulières qui ont la capacité de savoir quel est l'apport de santé. Parce qu'on peut avoir une eau de mer qui respecte par exemple les normes sanitaires au niveau des installations, au niveau de la filtration, tout comme des médicaments aujourd'hui. Ils respectent les normes ISO ou les normes aujourd'hui européennes en termes sanitaires. Est-ce pour autant que le produit est de qualité ? C'est ce que va démontrer Nicolas, puisqu'on a eu la préétude de ces résultats, où effectivement notre eau de mer a une qualité supérieure à ce qui existe aujourd'hui. On a un traitement particulier ici au Centre des sciences biologiques de la santé qui est une revitalisation de l'eau de mer. On lui redonne sa pleine capacité à la fois de mémoire et de potentiel vital. Et il aura la joie de nous présenter ces résultats dont on a eu quelques extraits déjà maintenant. D'ailleurs, tu peux peut-être rappeler à ceux qui nous regardent que nos installations et notre eau de mer a été validées par qui ?
par Trino Soriano. Rappelons, on était à Séville chez lui pour continuer la formation, puisqu'il a décidé de nous transmettre une partie de sa connaissance. Son grand-père a côtoyé René Quinton et il a une connaissance que peu de personnes aujourd'hui au monde ont, même ceux qui disent en savoir, effectivement. Il nous a appris des choses fabuleuses sur l'homéopathie, donc la mémoire associée à la mémoire vivante de l'eau de mer, ce que cela peut apporter sur notre corps. C'est quelque chose d'extraordinaire que ne peut pas faire une eau de mer qui est chauffée, ni qui perd son équilibre. Merci Arnaud de nous avoir donné ces précisions qui sont très importantes et qui vont permettre à ceux qui nous regardent d'avoir des réponses à leurs interrogations. Mais peut-être avant de conclure, j'aimerais malgré tout que tu nous donnes quelques précisions sur le cursus de Marie-Josée Stelling et son mari Nicolas. Alors Marie-Josée et Nicolas sont des personnes qui ont fait le tour du monde depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils ont porté l'information autour de l'eau de mer par leurs expériences. Marie-Josée Stelling était professeure en hématobiologie à Genève. Nicolas est médecin dans la dentisterie, voilà, ou en odontologie. 20 ans d'expérience autour de l'eau de mer. D'ailleurs, Marie-Josée Stelling a reproduit l'expérience de René Quinton en microscopie en fond noir. Et d'ailleurs, elle nous en parlera à la conférence à Genève, où on voit effectivement l'impact d'un produit artificiel comme le sérum physiologique, NaCl 0,9%, et l'impact que peut avoir l'eau de mer vivante sur le sang. Donc ce sont vraiment des personnes qui, au bout de 25 ans, sont des références aujourd'hui de façon mondiale sur ce que peut apporter l'eau de mer sur le corps, et on est heureux de pouvoir passer un bon moment avec eux lors de la conférence à Genève, 25 et 26 février. Merci donc de ces précisions qui nous permettent de voir que monsieur et madame Stelling sont des références dans la communauté scientifique mondiale d'aujourd'hui. Nous remercions également ceux qui nous regardent de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous aurons le plaisir, lors d'une prochaine vidéo, d'examiner d'autres thèmes tout aussi passionnants. Et on vous invite à nous suivre prochainement. Donc. Et n'hésitez pas à consulter vos boîtes mail qui vous donnera l'occasion de savoir quand sortira notre prochaine vidéo.